Je suis Edith Wongekam et je suis née dans le sud de La Réunion où j'ai passé mon enfance et j'ai fait ensuite mes études secondaires à Saint-Denis. Ensuite j'ai été en métropole à Aix-en-Provence où j'ai fait des études de lettres et de sinologie. Et ensuite j'ai eu mon premier poste en métropole, suivi d'un retour à La Réunion, à Saint-Denis. Et enfin, j'ai terminé ma carrière dans le sud, au lycée Roland-Garros du Tampon. Et j'ai aussi fait une activité de chercheur associé au Crésois à l'Université de La Réunion. Donc 2 ans après la publication de ma thèse, a eu lieu ma première publication chez Orphie avec la Entre-mer de Chine et Océan Indien. J'avais un titre plus long, mais Monsieur Doyen, donc des éditions Orphie, m'avait conseillé de le raccourcir un peu et c'était plus percutant. Et Monsieur Vesomi, aux éditions, quand je faisais ma dédicace à la librairie Autrement en 1997, avait été frappé par l'affluence du public et m'avait conseillé de me mettre en contact avec les éditions Orphie pour la publication de ce premier roman qui fait suite à ma thèse, puisque je reprends beaucoup d'éléments factuels que j'ai utilisés dans cette thèse, mais je les place dans un cadre plus romanesque. Donc il s'agit d'un roman épistolaire qui se passe entre le sud de l'île, La Réunion, et la Chine, d'où sont originaires les protagonistes du roman. Donc c'est un roman épistolaire de lettres échangées entre les immigrants qui arrivent dans l'île et les parents qui sont restés donc dans une Chine complètement déchirée, et donc les impressions de l'arrivée dans l'île, la découverte de notre monde, les us et coutumes, découverte du monde créole par les Chinois qui arrivent ici, et les amitiés qui se nouent, les amours qui se trament et les drames qui se produisent. Le deuxième livre publié par Orphie en 2004, c'est Pierre le Métis. Et je dois dire que j'ai une affection particulière pour ce livre parce que je me suis rendu compte que dans la série de livres que j'ai publié, c'est probablement le préféré des Réunionnais qui se retrouvent dans cet univers où je prends une histoire réelle, puisqu'il s'agit du père de Marc Kishnapadailo et de sa vie au XXe siècle, donc de cet enfant qui a une double ascendance, à la fois c'est un bâtard, hein, comme on dit, donc avec toute la douleur qui règne sur ce genre de situation. Et autre problématique, celle du métissage, de cette double origine que Marc a su assumer entre le côté indien et le côté chinois qu'il a retrouvé sur le tard dans sa vie. Le troisième livre publié par Orphie, c'est L'Orchidée de Canton, qui se déroule, comme son nom l'indique, dans la capitale du sud de la Chine et qui raconte donc l'itinéraire d'une jeune femme
dont le fiancé est mort à la suite d'un accident de moto et qui va faire le voyage qu'elle avait projeté avec son fiancé sur le pays d'origine de ses ancêtres. Donc cette découverte à la fois d'un autre monde et en filigrane toute la vie qu'ils ont vécue quand ils étaient en France, quand ils ont démarré leur vie de couple, leurs amours. Cette année, en 2020, est paru le 4e roman que j'ai publié chez Orphie, J'ai tellement cherché ton ombre, dont le titre s'inspire d'un poème de Robert Desnos, le dernier poème publié, écrit dans le camp de la mort, où on a pu donc retrouver ce poème. Et ici, l'ombre qui est recherchée, c'est celle d'un père qu'un jeune homme cherche désespérément à retrouver. Il l'a perdu tôt, il était préado et il a un mal-être profond. Et pour conjurer ce mal-être, il va essayer de retrouver les traces de son père. Donc il va se livrer à une espèce d'enquête avec la première épouse de son père. Et puis il va essayer de comprendre comment se sont noués les liens entre sa deuxième épouse, la mère du jeune héros, et son père disparu, son père défunt. Donc quand il met ses pas dans les pas de cette ombre, il retrouve à la fois la jeunesse de son père, ses origines en Chine, ses années d'études difficiles en France, et puis l'adaptation compliquée pour sa première épouse qui est d'origine métropolitaine et qui arrive à La Réunion dans les années 70, qui se sent perdue dans ce monde qu'elle découvre, qu'elle avait imaginé autrement à travers des récits exotiques, des fantasmes, mais c'est pas du tout ce qu'elle voit, quoi. Et ensuite, la découverte pour lui du pays de sa mère qui est née en Chine, qui a grandi et qui a suivi son père à La Réunion. Donc lui, en fait, lui c'était un Réunionnais, mais avec des attaches dans différents pays qu'il essaie de comprendre pour mieux se retrouver. Je me rends même pas compte, mais vu d'un air extérieur, c'est le cas. C'est un peu... Peut-être moi le premier où il n'y a peut-être pas trop cette quête, sauf pour une des héroïnes qui est née à La Réunion et qui est en conflit avec les valeurs de ses parents. Parce que ses parents veulent un mariage endogamique à l'ancienne, et elle veut épouser l'homme qu'elle aime, qui est un Réunionnais métis. Et du coup, on sent le glissement dans le temps d'une évolution, d'un changement de paradigme, si on peut dire. Et après, peut-être au fil du temps, cette quête identitaire reflète peut-être ma propre problématique, mais aussi celle de beaucoup de gens que je vois autour de moi, et que je sens assez présent chez certains jeunes, ce que j'ai voulu un peu rendre dans les 2 derniers romans en particulier. Les héros, héroïnes, ils oscillent entre ici et l'ailleurs. Ici, ils sentent que c'est chez eux. Parce que, par exemple, le fiancé de l'héroïne, j'ai presque oublié son nom, comment il s'appelle encore, Guillaume, je crois. Il est profondément réunionnais. Il dit que
quand il revient à La Réunion, il est chez lui, il retrouve ses amis, c'est le lieu où il a grandi, le jardin, etc. Et en même temps, il est hanté par un ailleurs. Tous ces on-dit qui ont été murmurés par ses grands-parents, par ses parents, et qu'il a envie de connaître, qu'il a envie de découvrir, qu'il sent tapisser au fond de lui-même, quoi. Donc, cette France dont on lui a tellement parlé à l'école, à travers les récits des livres de lecture, à travers les médias, etc. Donc, il est pris entre plusieurs faisceaux, ce désir de connaître tous ces mondes qui l'ont formé, aussi bien le monde de la France, qui découvre, Guillaume le découvre quand il va faire ses études, ou le monde de la Chine qu'il a appris à travers ses parents et grands-parents, et ce monde de la Réunion où il est ancré et où il projetait de fonder sa famille, de travailler, de fonder sa famille, qui était son socle. Le socle à partir duquel il décolle vers ailleurs, mais toujours pour revenir vers ce socle. C'est un carrefour, mais où la plupart des gens que je connais veulent s'implanter. Ils vont ailleurs le temps d'un séjour, mais après ils reviennent toujours à leur base. C'est le véritable chez soi, c'est ici. Là où peut-être on plonge le plus dans la réalité réunionnaise, c'est Pierre-le-Métis. C'est peut-être pour ça que les gens se retrouvent beaucoup, parce que c'est vraiment la vie de la Réunion, la vie d'autrefois plutôt. Hein. Les laveuses du fond de la rivière Saint-Étienne, par exemple, les accouchements à domicile, toute cette réunion d'antan. D'antan, oui. Et moi je pense qu'il faut l'intégrer en soi, ça fait partie de soi. Si on gomme cette identité, quelque part on se mutile, on ampute sa personnalité, on renie quand même tous ceux qui nous ont précédés et qui ont beaucoup œuvré, qui ont connu des vies extrêmement difficiles, et soudain on veut les nier. C'est, je trouve, très injuste par rapport à ces gens-là, quoi, à ceux qui nous ont précédés. Après aussi, je pense que ne pas assumer qu'on vit à La Réunion, c'est un peu irréaliste, puisque c'est là où on est, c'est là où on est implanté, c'est là où on a nos amitiés d'enfance, par exemple. C'est un bonheur pour moi de revenir à la ville des Cabris, de retrouver des visages que j'ai connus à l'école primaire, des gamines avec qui je descendais le long des champs de canne, ou bien parmi les champs de café en fleurs. Je ressens le parfum de ces fleurs de café là, et de savoir qu'on avait beaucoup parlé, on a vécu une camaraderie très chaleureuse, et c'est aussi un bonheur de retrouver ce monde, ce moment. Bon, maintenant on est arrivé à l'autre partie de notre vie, nous ne sommes plus les petites filles qui descendions d'une façon insouciante au milieu des champs de canne et des champs de café en fleurs, mais il y a un lien que le temps n'a pas coupé définitivement, qui est resté une belle entente, quoi. Et puis ce lien avec la France aussi, qui nous a forgés, enfin, pour ceux qui ont pu y aller faire des études,
ça a quand même charpenté toute la vie intellectuelle qui infuse quand on est écrivain, quand ce goût de la littérature que les années d'université ont renforcé, parce que c'est un monde où on nous parlait d'une façon passionnée de Chateaubriand, de Flaubert, de Rimbaud, des poètes de la Renaissance, et ça a un écho très profond en nous. Donc tout ça, ça se rejoint dans une espèce de mélange au fond de soi, une sorte d'embrocalpéi. On ne se sent pas coupé, on sent que c'est une fusion qui nous apprend à être proche des gens, à être réceptif à ce qui constitue leur valeur profonde, ce goût du vivant dans l'âme créole par exemple, cette proximité de la vie, ce jaillissement de la vie, ce sens du travail qu'on trouve chez les Chinois, cette acuité intellectuelle que j'aime bien avoir dans les conversations avec des amis métropolitains. Tout ça, ça fait que être rayonné, quelque part, c'est être universel, parce qu'on a accueilli nos différentes influences. Et, enfin, j'espère que moi je le vis comme ça. C'est pas être dogmatique, être sectaire, c'est être ouvert aux influences du monde, quoi.